Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Allô? Bonjour, vous m'entendez bien? Ok, super. Merci beaucoup de m'avoir confirmé que le son est bon. Voilà, je m'inquiétais un peu. En tout cas, merci. Nous attendons juste quelques minutes que les autres personnes puissent se connecter et puis nous allons démarrer de manière effective. Voilà, une nouvelle fois encore, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez très bien. Donc, merci beaucoup pour votre participation à cette séance de discussion sur la gestion du risque de réserve. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui fait partie d'une série de formations que nous allons donner sur la problématique
de la gestion du risque de réserve. Donc aujourd'hui, ce sera la séance, on va dire, introduction. Donc si vous regardez le deuxième slide, on a globalement les principales matières qu'on va voir autour du risque de réserve. Donc aujourd'hui, comme je disais, on s'intéresse particulièrement à la partie introduction. Et qu'est-ce que nous faisons dans la partie introduction? Ben, dans la partie introduction, on va parler globalement de l'inversion du cycle de production, expliquer vraiment de quoi il s'agit, parler bien entendu des réserves des gestionnaires et des actuaires, parler de la triangularisation des données. Et donc, ce sera pour la séance d'aujourd'hui. Il y aura d'autres séances où on va parler des réserves dans le bilan, le compte de résultats, ainsi de suite. Particulièrement, on va parler du loss ratio, des combine ratio, et donc ça fera l'objet d'une autre séance. On aura également une séance sur le calcul des réserves avec le chain leader et le logiciel R. Et là, on va parler vraiment des processus chain leader, du chain leader, parler des IBNR, des IBNYR et toutes les applications et les principales applications avec le logiciel R, bien entendu, et parler également des méthodes similaires, donc les méthodes similaires telles que les méthodes de Wilder, de Bonnet, de Ferguson, Munich Chain Leader, et le choix des méthodes appropriées. Okay. On aura une autre séance où on va parler des ajustements qu'on doit faire sur les triangles, notamment comment est-ce qu'on peut ajuster ces données avec l'inflation passée, comment est-ce qu'on peut prendre en compte les évolutions de la législation, comment est-ce que on peut aussi ajuster même les résultats, notamment avec la sélection des facteurs, l'inflation future, et on va aussi surtout parler du curve fitting, c'est-à-dire quand la profondeur de nos triangles ne sont pas assez profondes, quelles sont les techniques qui permettent de compléter les années manquantes. Okay. On aura également des séances où on va parler des méthodes stochastiques pour le reserving, et notamment on va parler de la méthode de Mach, on va parler du log normal, on va parler de la méthode de Poisson, on va parler du bootstrap, on va également parler du fitting, dont on va aborder les questions du QQ-plot, on va parler des quantiles aussi. Et donc, on aura également une session où on va parler du risque de réserve et des bases de la réassurance. Et donc, dans cette partie-là, on va parler de la problématique de séparation des petits et des grands sinistres, ce qui permet de construire des triangles complètement différents. On va parler de la réassurance proportionnelle, que ce soit en coût de part ou en surplus cher, et de comment est-ce que cela impacte, bien entendu, nos triangles. On va parler également de la protection contre les sinistres graves, comment est-ce qu'on les traite, et bien entendu de la réassurance appropriée qui est généralement du type excess of loss. On va parler des problèmes de fréquence et de la réassurance stop loss. On va parler du gross to net et puis comment est-ce que cela impacte nos calculs. On va parler du défaut des réassureurs et de la manière dont on peut l'estimer de manière globale. On va parler bien entendu aussi de la problématique de gestion des risques de réserve et connexes, bien entendu, qui sont liés à la réassurance. Et puis, on va discuter de la question de la réassurance optimale dans le cadre voilà, de la gestion du risque de réserve. Alors, nous allons aussi parler dans une autre séance du calcul du best estimate. Ça veut dire que jusqu'ici, la plupart des choses que j'ai dites, c'est sur base des données comptables et tout, voilà. Maintenant, si on veut vraiment se projeter en vision économique, comment est-ce qu'on approche les choses, comment on calcule un best estimate, comment on choisit les patterns, comment est-ce qu'on ajoute les autres choses qui vont avec les réserves, hein, dont on a les frais par exemple, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on calcule un best estimate brut, comment on peut calculer un best estimate net.
Donc, ça, c'est la formation, ça, c'est la séance qui sera sur le calcul du baisse estimé des réserves. Bien entendu, on aura aussi une séance sur tout ce qui est primes et réserves. Donc, ici, quand nous parlons de réserves, c'est la plupart du temps, hein, c'est pour les sinistres qui ont déjà eu lieu, n'est-ce pas? Mais on a les primes également qui sont là, qui vont donner lieu à des sinistres futurs. Quand les primes qui sont là, c'est notamment la partie des primes non acquises, OK, qui dans le futur vont générer également des sinistres. Comment est-ce qu'on les traite du point de vue actuariel et comptable? OK. Comment est-ce qu'on les détermine même d'ailleurs? OK, de manière précise ou bien avec des approches quantitatives acceptables? OK, on va parler de la valeur présente des primes futures et puis on va glisser probablement un mot sur le long-term pricing. Comment est-ce que tout ce que nous avons fait au niveau du calcul des réserves peut impacter de manière globale notre détermination du prix, hein, des couvertures que nous offrons, sans forcément entrer au stade actuel dans les problématiques de GLM qui feront partie d'une autre formation complètement à part. Okay. Et donc, nous allons aussi avoir une séance ou plusieurs, hein, quand je dis une séance, c'est une ou plusieurs. Donc, chaque point qu'on voit dans le slide next, ça peut cacher plusieurs sous-séances. Hein. Et donc, si on peut traiter tout en une séance, comme aujourd'hui pour l'introduction, ça, je pense qu'on a assez de temps pour le traiter, ça va. Mais certains titres pourront faire l'objet de plusieurs séances. OK? Et donc, on va parler également du risque de réserve des actifs et de l'ALM. Okay, c'est-à-dire que le tout n'est pas de calculer les réserves. Après, quand on a calculé les réserves, il faut bien entendu regarder la partie active. Qu'est-ce qu'on met en compensation de ces réserves-là? Les réserves sont des passifs. En actif, qu'est-ce qu'on met? Oui. Et donc ça également, on doit pouvoir en discuter. Quelles sont les formes d'actifs classiques? Et puis les risques éventuellement qui vont avec ces actifs-là. Et enfin, discuter du cash flow matching, éventuellement, ça veut dire comment est-ce que j'ajuste au maximum mes actifs avec les cash flows de mes réserves, okay, dont nous aurons discuté dans le chapitre Best Estimate. Okay. Et enfin, la dernière partie que nous allons voir lors des séances futures, ce sera tout ce qui est risque de réserve et gestion du capital. Et donc, voilà, quand on a des réserves, on a des actifs, on a des risques, on a aussi du capital qu'on doit mettre de côté. Et donc, on va voir comment est-ce que ça se gère. Et notamment, dans cette partie, on va aborder les problématiques de backtesting qui vont permettre de voir est-ce que finalement, notre niveau de réserve et autres est acceptable ou pas au regard de différentes analyses. Et alors, sinon, quel est le besoin en capital qu'il faut? Quels sont les ratios avec lesquels on peut suivre cela? Donc, dans certains pays, on parle de ratio de solvabilité, mais nous, on essaye d'être beaucoup plus général, ne pas se limiter à beaucoup plus général, oui, ne pas se limiter à une législation précise, essayer vraiment d'être dans toutes les législations, que ce soit la législation sur le 26.2, mais également s'adapter bien entendu au texte de la CIMA, aux approches suisses et autres. Okay. Et voilà, et puis toujours dans cette partie, on va parler de ce qu'on appelle l'évaluation propre des risques. Okay. Donc voilà, donc pour la séance d'aujourd'hui, qui est l'introduction au risque de réserve, nous allons donc nous lancer, nous allons commencer et donc nous allons parler d'abord de l'inversion du cycle de la production. Et donc pourquoi est-ce que c'est important de comprendre cela? Alors il faut dire que le monde de l'assurance est un monde assez particulier par rapport aux autres secteurs d'activité. OK? Donc, dans les autres secteurs d'activité, c'est assez évident
de savoir comment est-ce qu'on détermine le prix d'un article ou d'un bien. OK? D'un article, d'un bien, d'un service, tout ce qu'on veut. Donc, notamment, si je vais chez le boulanger, quand le boulanger me dit mon pain il coûte 2 euros, généralement, le boulanger connaît déjà le prix de la farine, il sait combien il a acheté, il connaît le prix de la levure, le prix du sucre, s'il a mis dans le gâteau, voilà. Voilà, il connaît plus ou moins, il connaît combien il paye son loyer par mois, donc ses frais, entre autres, son salaire, tout est connu presque. Ça veut dire que quand le boulanger donne le prix de 2 euros ou n'importe quel montant, il sait que ce prix-là lui permet de couvrir ses charges réelles et de pouvoir dégager la marge qui s'est fixée. Dans le monde des assurances, ce n'est pas exactement ainsi. Et c'est pourquoi l'exercice que nous faisons est très important. Dans le monde des assurances, l'assureur reçoit le prix, c'est-à-dire qui est la prime, hein, le prix du service, qui est la prime, mais il ne sait pas encore vraiment, au niveau déjà individuel, hein, exactement ce que le service, ce que va lui compter, ce pourquoi il a pris la prime, le prix. OK? Et c'est ce qu'on appelle l'inversion du cycle de production. C'est-à-dire que dans la plupart des secteurs, on connaît exactement le coût de notre production, mais en assurance, ce n'est pas le cas. C'est après qu'on ait déjà perçu notre prime, c'est-à-dire après qu'on ait déjà été payé, que nous découvrons, que l'assureur découvre exactement combien lui a coûté ce qu'il avait vendu. OK? Et pourquoi est-ce que c'est donc important d'étudier le risque de réserve? C'est que si l'assureur estime de manière globale mal ses réserves, il est possible qu'il ait tendance à sous-estimer, ou surestimer, bien entendu, on vient d'en parler du cas de sous-estimer. Il est possible qu'il ait tendance à sous-estimer, par exemple, la prime, c'est-à-dire le prix qu'il va demander pour couvrir. Vous voyez? Il est possible qu'il ait tendance à sous-estimer. OK? Parce que quand il estime ses réserves, il ne les estime pas de manière propre. OK? Sans prendre en compte beaucoup de facteurs. Imaginez par exemple un assureur qui est dans un domaine qu'on appelle long tail, un domaine très long, OK? Ça veut dire un domaine dans lequel les sinistres arrivent beaucoup plus tard. Si se limite aux sinistres seulement de l'année d'aujourd'hui pour estimer sa charge, il est clair que sa vision est tronquée parce qu'il y a des sinistres qui ont déjà eu lieu, ce qu'on appelle les IBNR, mais qui ne seront déclarés que dans le futur, avec un certain retard. Et donc, si dans ses estimations, il n'a pas pris en compte cette dimension des choses, ce sera un gros problème pour lui. Et donc, l'inversion du cycle de production a vraiment un impact très, très important dans ce que nous faisons. Et l'estimation, bien entendu, des réserves est également une réponse très importante pour mieux gérer l'inversion du cycle de production. OK? Donc voilà, donc globalement, d'abord, donc ce qui touche l'inversion du cycle de production. Et donc nous disons donc qu'à cause de l'inversion du cycle de production, il faut vraiment bien estimer ses réserves, c'est-à-dire estimer les réserves par rapport aux sinistres qui sont déjà arrivés, qu'on connaît aujourd'hui, et pouvoir bien les estimer également par rapport aux sinistres qui pourront arriver dans le futur, mais qui seront déclarés dans le futur, d'autant pour moi, mais qui ont déjà eu lieu aujourd'hui, et mieux les estimer également pour les sinistres qui vont avoir lieu dans le futur, mais qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui sont liés à des engagements que nous avons aujourd'hui, notamment quand nous avons des primes non acquises, celle-ci, une partie de celle-ci va générer des sinistres dans le futur. Ça va?
Et donc, nous allons maintenant parler des réserves des gestionnaires et des réserves des actuaires. Donc, dans les compagnies d'assurance, j'espère que tout le monde voit bien, que c'est bien clair pour tout le monde dans les slides. Sinon, j'agrandis un peu. Dites-moi si, en commentaire si vous voyez tout correctement. C'est clair pour tout va bien pour tout le monde? Ok, excellent. Donc, nous pouvons continuer alors. Donc, après avoir parlé de la question de l'inversion du cycle de production, nous allons aborder maintenant la question des réserves des gestionnaires et des réserves des actuaires. Donc, c'est quoi, quelles sont les différences, à quoi ça sert? Et donc, dans une compagnie d'assurance, vous avez ce qu'on appelle généralement le service sinistre, où on a différents profils en fonction de l'activité de la compagnie d'assurance. Et dans le service de gestion des sinistres, vous avez ce qu'on appelle les gestionnaires de sinistres. Quelle est leur particularité? Ils ont des sinistres ligne par ligne. Ok, ils ont des sinistres ligne par ligne. Quand on dit ligne par ligne, ou bien dossier par dossier, je suis déjà en train de penser opérationnellement. Donc, ils ont des sinistres ligne par ligne. Ça veut dire une compagnie, par exemple, qui fait l'auto, hein, pour prendre ça. Ben, ok, on dit il y a eu un accident, par exemple, ou bien, tiens, voilà, le voisin en sortant de son garage a cogné ma voiture, ok, et donc il y a un sinistre du côté du voisin. Et alors, ben, quand ça arrive dans la compagnie, en général, en principe, la compagnie a un service de gestion des sinistres. Et donc, il y a un gestionnaire de sinistres qui s'en occupe. Et donc, le gestionnaire de sinistre va prendre le dossier, il va dire, OK, il y a eu ici un sinistre, OK, donc ce que le monsieur a fait, il a cogné la voiture de son voisin, c'était une voiture de telle marque, on va dire la portière est complètement brisée, pour changer la portière, il faut tel montant, OK, et donc, globalement, il a analysé le dossier par lui-même. Il dit, OK, pour gérer ce sinistre-là, on a besoin d'environ, alors permettez-moi de prendre des chiffres comme ça, hein. Donc on a besoin d'environ 2000 euros, OK? Ou bien on a besoin d'environ 3000 euros, on va dire environ 2 millions. Donc, le gestionnaire, sur base des éléments factuels, concrets, de sa connaissance du marché aussi, du domaine, c'est globalement combien ça va coûter à la compagnie d'assurance de pouvoir intervenir pour ce dossier-là. Ça, c'est globalement, hein, sous réserve des questions de responsabilité éventuelles, sous réserve des questions de conditions générales ou particulières. Ici, voilà, globalement, le gestionnaire a fait son estimation. Il peut donc mettre, pour ce sinistre précis-là, un montant de réserve, OK, il peut déjà peut-être faire aussi un paiement, ainsi de suite. Et donc là, le gestionnaire peut suivre au cas par cas, OK. Alors, ça c'est le gestionnaire de sinistre. Et c'est généralement ce qui est dans les compagnies, dans les comptes, dans la plupart des compagnies, il ne faut pas généraliser. Donc, dans la plupart des compagnies, c'est ce qui est repris dans les comptes. C'est une partie de ce qui est repris dans les comptes. Et donc, c'est les réserves pour sinistres à payer ou à régler en fonction des noms d'un pays à l'autre.
OK? Il a estimé. Sauf que, dans son estimation, il n'a pas tenu compte d'une série de choses. OK? Peut-être quand il estime, il est un peu trop prudent. Ça peut arriver. OK? En moyenne, parce qu'il y a une certaine politique de réservation. Peut-être quand le dossier arrive, il estime d'office, même si après, c'est après qu'on va analyser pour voir si vraiment la compagnie doit intervenir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et c'est là où le rôle de l'actuaire va être important. Parce que l'actuaire, lui, doit se mettre à un niveau beaucoup plus élevé. Alors que le gestionnaire était ligne par ligne, sinistre par sinistre, l'actuaire aura une approche en général. Je dis en général. Je vais expliquer la nuance pour laquelle je dis que c'est en général. Donc, l'actuaire aura une approche beaucoup plus globale. Ce que l'actuaire va faire, il va généralement prendre l'ensemble du portefeuille ou d'une partie du portefeuille. Quand je dis le portefeuille, c'est d'une branche particulière. Hein, donc, par exemple, la RC Auto, dégâts matériels, l'incendie. Mais il peut aussi prendre des sous-parties. Hein. Ça veut dire que quand je dis dégâts matériels, l'auto peut s'occuper uniquement des bris de glace. Ça va dépendre de la taille de la compagnie et autres. OK? Et donc, l'actuaire va regarder de manière beaucoup plus globale, essayer de voir si dans la manière, dans les paiements qu'on observe, il y a une certaine tendance. OK? Parce que peut-être les gestionnaires étaient très prudents, parce que finalement, la réalité sur le terrain n'était pas finalement réellement ce que les gestionnaires avaient pensé, ainsi de suite. Et ça va permettre de calculer un montant de réserve beaucoup plus global, un niveau global, en tenant compte du comportement général de l'ensemble du portefeuille. OK? Et donc, c'est ça qui fait la grosse différence entre les réserves des gestionnaires de sinistres et les réserves estimées par les actuaires. C'est que les gestionnaires de sinistres, vraiment, ils estiment globalement sa réserve dossier par dossier. OK? Alors que les actuaires vont utiliser des méthodes statistiques à un niveau beaucoup plus élevé et avoir une estimation beaucoup plus large. OK? Ça, c'est ce qui est classique. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention parce qu'il y a des nuances. Et la première nuance, c'est le fait que dans l'évolution actuarielle, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'individual claim reserving. Donc, qu'on verra peut-être dans une autre séance, qui consiste aussi à estimer, mais ça, c'est plus pour les grands sinistres, voilà. Donc, il y aura toujours une différence avec ce que les gestionnaires font, à essayer, avec des méthodes actuarielles un peu plus poussées, essayer d'estimer les sinistres ligne vraiment, ligne, dossier aussi pas dossier. OK? Mais bien entendu, cette estimation n'est jamais sur l'ensemble du portefeuille. Ce n'est jamais sur l'ensemble du portefeuille. Donc, voilà, c'est ça vraiment la grosse différence entre les deux approches. OK? Alors, nous allons aborder actuellement la triangularisation des données. Alors, la triangularisation des données, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure. J'aurais dû apprêter un cas concret. Mais nous aurons l'occasion d'en parler, hein, des cas concrets. Donc, on a encore assez 1 heure devant nous pour discuter des cas très, très concrets. Et donc, la triangularisation des données, c'est quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et donc, la triangularisation des données est importante parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les actuaires d'abord, les gestionnaires de sinistres, ils ont des dossiers vraiment ligne par ligne. OK? Je vais ouvrir, je vais ouvrir un cas pour expliquer vraiment, de quoi on parle, parce que je m'imagine que ici, il n'y a pas que des actuaires.
Donc, je vais ouvrir un cas pour expliquer vraiment la triangulation des sinistres parce que je pense qu'ici, nous n'avons pas que des actuaires. Donc, et donc, c'est vraiment très, très important de pouvoir faire le point entre les deux, surtout pour passer vraiment de la vue, pour passer vraiment de la vue gestionnaire de sinistre à la vue actuarielle. Et donc, nous avons un peu de temps, donc je vais vraiment parler de la triangularisation. Donc, imaginons, moi, j'ai un portefeuille, j'aurais dû apprêter ça depuis. Hein. J'ai un portefeuille de sinistres, hein, donc j'ai le nom, le prénom, j'ai la police, éventuellement, j'ai la date du sinistre, euh, j'ai l'année, voilà, j'ai activité. Donc, dans activité, on va mettre d'ici, c'est les paiements ou bien les réserves. Donc, ça, c'est le service de sinistre. Hein. Voilà. Et donc, j'ai le nom, je vais faire un truc random. Hein. Voilà, j'ai les noms des gens, ainsi de suite. Alors, j'aurais dû apprêter ce fichier avant, on est d'accord. Hein. OK. Et alors, j'ai toutes ces informations. Ça, c'est, on va dire, la forme du fichier tel qu'il est au niveau du service des sinistres. OK? En tout cas, dans les systèmes informatiques, j'ai également la date du sinistre. OK? Ça, par contre, c'est important. Donc, on va dire peut-être un sinistre qui a eu lieu en 2010. J'ai la date du sinistre. Voilà. Date règlement. Bon, je mets date, on va mettre année. Hein. Comme ça, on va gagner en temps. OK. Mais voilà, ça donne une bonne idée quand même de, je pense. Donc ici, on a année sinistre. Année sinistre. Et ici, on a année activité, par exemple. Et donc, on va prendre un sinistre qui, lui, a lieu en 2010. OK? A lieu en 2010. Et la même année, par exemple, on va dire, on fait un paiement. OK? Donc, ça, c'est l'activité. Et dit, on fait un paiement de 1000 euros ou bien de 1000 francs CFA ou bien quelle que soit la devise. Ça, c'est pas ce qui est le plus important. Donc, l'activité, c'est aussi en 2010. Et donc, ça, c'est dans notre fichier de sinistre. On reprend un sinistre similaire qui, lui, a plutôt lieu en 2011. Et l'activité, c'est en 2012. Vous comprenez que l'activité, quand je dis l'activité, c'est l'opération que le service des sinistres fait. Hein. Et donc, ça peut qu'être après la date de sinistre. OK? Et donc, ici, c'est encore paiement. Je vais me limiter au paiement. On peut mettre des réserves aussi, mais je vais me limiter au paiement pour expliquer ce que je vais expliquer. Ensuite, lui, on va dire, il a lieu en 2011. L'année de l'activité, c'est là. Et lui, c'est 1200. On a un autre sinistre qui, lui, a de nouveau lieu en 2010. Je vais me limiter à 3. Hein. Et en 2011, on fait de nouveau un paiement.
on fait de nouveau un paiement, on va dire de 500. OK. Nous avons encore un sinistre quelconque, on va mettre encore de 2010, comme ça je suis assez pédagogique, j'espère, qui, lui, en 2011, fait de nouveau un paiement de... Ça, quand je dis un autre, ça peut être le même sinistre. Hein. Donc, en tout cas, on sait qu'il y a un paiement de nouveau en 2011. Voilà. Pour un montant de 2500. OK? Donc, voilà comment les gestionnaires ont les données, ou les gestionnaires, ou bien le service sinistre, quand on tire. C'est comme ça. L'actuel, ce qu'il fait, il va dire, moi, j'ai ces données, mais moi, j'ai besoin de construire un triangle de règlement. Et donc, si dans ce fichier, il y avait les réserves et autres, ben, généralement, on peut faire, par exemple, un filtre et ne sortir vraiment que les paiements. Et alors, ce qu'il va faire, il va le construire. Il va dire, moi, mes données commencent en 2010, donc je vais construire un triangle. L'année va commencer en 2010, puisque mes données commencent en 2010. Il y aura 2011, il y aura 2012, il y aura 2013, il y aura 2014, ainsi de suite. Vous voyez? Et au-dessus, il va mettre ce qu'on appelle les années de développement. Certaines personnes commencent par 0, d'autres commencent par 1. Moi, je commence généralement par 1. Ça n'a aucune importance. C'est juste pour dire la première année. D'autres vont à 2, d'autres vont à 3, à 4, ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce que l'actuel va faire? Il va venir dans son portefeuille pour l'année 2010. Il va regarder tous les sinistres qui ont eu lieu en 2010. OK? Et dont le paiement tombe toujours en 2010. Donc, c'est ça la première année de développement, du moins la première colonne. Voilà. OK? Et donc, s'il regarde ici, il va se dire, bon, les sinistres qui ont eu lieu en 2010 et qui tombent, et donc, qui ont un paiement en 2010, il regarde, il dit, ça c'est, il y a celui-ci. Vous voyez? S'il y avait un autre encore quelque part, je dis 2010, paiement. Il aurait dit, ah, il y a un premier qui a eu lieu en 2010. Donc ça, en colonne I, c'est ce qu'on appelle les années de développement, les années de survenance, autant pour moi. Les années de survenance, OK. Alors que en colonne, c'est ce qu'on appelle les années de développement, c'est-à-dire le nombre d'années après lequel le paiement a eu lieu. Donc, c'est vraiment ça la grosse différence. En colonne, les années de survenance, c'est-à-dire l'année où le sinistre a eu lieu. Bon, la plupart du temps, on parle d'années de survenance. Hein. Après, en fonction de la culture de l'entreprise, on peut parler, dans d'autres cas, d'années de déclaration, qui n'est pas la même chose, ainsi de suite. OK? Et donc, en colonne, nous avons, disais-je, cette fois-là, nous avons en colonne les années de développement, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il a fallu pour avoir le paiement. Et donc, comme on expliquait tout à l'heure, pour la survenance 2010, on va sommer pour l'année de développement 1 tous les paiements qui ont eu lieu un an après. Et donc, ici, un an après, c'est toujours dans l'année 2010. Et on a vu qu'il y avait le 1000 euros là. Après, où sont les autres? On a également ceci. Voilà. Voilà comment je le fais. Alors, dans la pratique, je ne vais pas le faire manuellement comme ça. Hein. Si je suis dans Excel, je vais faire un tableau croisé dynamique. Si je suis dans Power BI, c'est une autre approche. Si c'est avec R, c'est assez facile. Mais on verra tout ça. Donc, il y a parmi les formations, une formation où on parle typiquement des triangles. Donc, ici, c'est vraiment une introduction globale. Donc, vous voyez, voilà comment on a réussi
à mettre les chiffres de l'année de développement 1. OK? Ensuite, si je regarde 2011, par exemple, ici, j'ai mis 5 000 euros, mais on aurait pu se dire également que certains sinistres de 2010, je confirme les signes de 2010, hein, comme ça on comprend mieux. Ensuite, on va regarder l'année de demande 2 pour 2010. L'année de demande 2, ça correspond à l'année 2011, quand on regarde la ligne 2010. Vous voyez? Ça, c'est bien important de bien comprendre ça. Alors que, si je me mets en 2011, l'année de développement 2, lui, il correspond à 2012. Vous voyez? Et donc, la colonne là n'est pas liée à l'année calendaire en tout cas. On le verra peut-être plus tard, OK? Comment on retrouve l'année calendaire dans le triangle. Donc, je continue. Et donc, les sinistres de 2010 qui ont été payés en 2011, je viens les regarder de nouveau. Et alors, je sais avoir 2010 qui a eu en 2011. Voici un que je peux sommer. Je sais prendre également celui-ci, il a eu en 2010, il a été payé en 2011. Et donc, il a été payé en année de développement 2. Donc, voilà comment moi je construis mon triangle. Pour 2010, est-ce qu'il y a encore? Non, voilà. Si j'avais un sinistre de 2010 payé en 2012, OK. Alors, il serait à l'année de développement 3. Vous voyez? Donc, vous voyez donc que vraiment, pour chaque année de surveillance et l'année de développement, je somme tous les sinistres ici, tous les paiements. OK? Alors, nous passons en 2011. Ici, on a un sinistre de 2011 qui a été payé en 2012. Vous voyez, c'était 2011, mais il a été payé plutôt en 2012. Donc, je sais, il ne fait pas partie de la première année de développement. Par contre, il fait partie de la deuxième année de développement. Je le prends déjà là. Vous voyez? Ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça que les actuels construisent les triangles. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde avant qu'on aille un peu plus loin? Voilà. Donc, ça va? Donc, jusqu'ici, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et donc, on va prendre un exemple de triangle et mieux interpréter par rapport à ce que j'expliquais. OK? Donc, ici, nous avons un exemple de triangle. J'espère que tout le monde voit mon écran. Ça va? Tout le monde voit bien? Ou c'est trop petit? Il faut agrandir. Est-ce que tout le monde voit bien? Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? OK, non, pas bien visible. Donc, on va faire simple. Je vais faire une capture.
Et je vais revenir dans mon fichier Excel, ici, essayer de le mettre de la grandeur. Voilà. Maintenant, c'est clair? C'est plus grand pour tout le monde? Est-ce que c'est beaucoup plus grand pour tout le monde maintenant? Donc, Farel, je vois que vous avez une question, je reviendrai à vous tout à l'heure. Ah, ce n'est toujours pas bien visible. Oh, c'est dommage ça. Toujours pas bien visible. Ah, super. Excellent. Merci. Donc, voici dans un triangle. OK. On va l'interpréter. Alors, oups, je vais déplacer un peu là. Donc, vous le voyez toujours. Alors, ici, dans ce triangle, je vais le relever quand même un peu. Non. Dans ce triangle, ben, au niveau des années de surveillance, ils ont préféré mettre des chiffres. Ça aussi, c'est une particularité qui peut arriver, surtout quand on connaît quelle est la première année. OK? Donc, on va dire ici, peut-être dans leur cas, si on revient à notre cas, le 1 représente peut-être 2010, vous voyez? Et donc, c'est clair dans... Oups, je vais le mettre ici parce que sinon, on ne voit pas. OK? Donc, c'est clair dans leur système qu'ils savent que quand ils mettent 1, c'est l'année 2010, mais moi, je te conseille de foncer comme ça. Moi, je préfère vraiment mettre les années suivantes. Et après, ils savent qu'ils mettent 2, c'est 2011, ainsi de suite. OK? Alors, on va... Donc, 1 est là, 2 est là, je me mets à 3, 2012, 4, 2013. Comme ça, on a des années, on peut bien parler. OK? 5. Alors, vous allez voir les espaces entre mes années, simplement parce que j'essaye de suivre la même ligne que le 1, 2, 3. Hein. Donc voilà. 2014. 3, 4, 5. 2015. 2016. 2017. 2018. Voilà. Donc concrètement, donc j'ai essayé, en partant de ce triangle, comment est-ce qu'on interprète ce tableau, ce triangle? Et donc, on a vu comment on part des données des gestionnaires pour construire un triangle. Mais une fois qu'on a le triangle, comment on l'interprète? Et donc, ici, on a ce montant de 191 ou 191 588. On voit que c'est 1 et 1, c'est-à-dire, on va dire 2010 et 1. Et donc, on sait que ce montant, c'est le montant des sinistres de 2010 qui ont été payés en 2010. OK? Mais ici, très clairement, oui. Donc, je pense à un triangle incrémental. Donc, ça va. OK. C'est le montant de 2000, des sinistres de 2010 qui ont été payés en 2010. Alors que ici, la colonne juste à côté, le 410-616, c'est les sinistres de 2010 qui ont été payés en 2011. Vous voyez? Donc, les sinistres subvenus en 2010 qui ont été payés en 2011. Tandis que, ici, c'est les sinistres de 2010 qui ont été payés en 2012, c'est-à-dire au cours de la troisième année de développement. Et donc, comme j'ai dit, l'année de développement, c'est l'année, le nombre d'années, ou bien l'année, l'année, c'est l'année de survenance. Donc, c'est l'année au cours duquel le paiement a eu lieu. Et donc, si je suis en 2010, que mon sinistre a eu en 2010, ma première année d'observation, c'est 2010.
Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre le nombre d'années d'observation. Et donc, je suis en 2010, c'est l'année où mon sinistre a eu lieu. La première année où j'observe mon sinistre, c'est 2010. Et donc, si j'ai des paiements en 2010, je le mets là pour mes sinistres de 2010. Par contre, si je suis ici en 3 et que mon sinistre a eu lieu en 2010, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la troisième année depuis la survenance de mon sinistre. Et donc, ça correspond à 2012. Alors que toujours en 3, si je me mets ici et que je suis en 2011, 3 renvoie à quoi? 3 ans après que le sinistre ait eu lieu, ça renvoie à 2013. OK? Pourquoi 3 ans, ça renvoie à 2013 quand la survenance est 2011? Simplement parce que 2011, c'est la première année lui-même, vu que le sinistre a eu lieu en 2011. 2012, c'est la deuxième année et 2013, c'est la troisième année. Ça va? Et donc, c'est comme ça qu'un triangle s'interprète. OK? Alors, donc, nous avons parlé beaucoup des années de survenance, des années de développement, mais une chose qu'on ne parle pas souvent assez, mais qui est très important, c'est dans le triangle les années calendaires. OK? Et donc, les années calendaires correspondent généralement à la dernière diagonale. Bref, les années calendaires correspondent aux diagonales. OK? Et donc, ici, si je prends ici, cette dernière diagonale, en réalité, ça correspond à l'année 2019, qui est ma dernière année. Ça veut dire que tous les paiements qui ont été effectués pendant l'année 2019, en réalité, sont sur cette ligne, la dernière diagonale. Alors que tous les paiements qui ont été effectués en 2018 sont sur la diagonale avant, et ainsi de suite. Vous voyez? C'est comme ça que, à partir de mon triangle, je sais retrouver, désolé, à partir de mon triangle, je sais retrouver les paiements qui ont été faits dans chaque année. C'est d'ailleurs une des astuces que l'on doit utiliser quand on fait l'audit pour voir si les triangles reflètent la réalité. Parce qu'on va comparer alors ce qu'il y a dans les triangles avec ce qu'on observe dans les comptes. Dans les comptes, on dit on a payé tel montant, mais finalement, est-ce que dans les triangles, on retrouve bien le même montant? Vous voyez? Et donc, c'est voilà comment est-ce que les triangles s'interprètent. OK? Donc, voilà. Donc, je pense que au stade actuel, pour la première séance d'aujourd'hui, j'ai globalement parcouru tout ce qu'il y avait à l'agenda. Comme je l'ai dit au début de ce webinaire, aujourd'hui, nous ne faisons que l'introduction au risque de réserve. Donc, ce n'était qu'une introduction. Et prochainement, nous allons aborder beaucoup d'autres aspects, allant des aspects comptables, dont la place des réserves dans le bilan et le compte de résultats, que les aspects plus actuariels, comme le chain leader, l'utilisation du logiciel R pour calculer les réserves, les autres méthodes de reserving qui existent, comme le DeVilder ou les autres méthodes, comment est-ce qu'on redresse les données, notamment avec le traitement sur l'inflation ou bien le prolongement des données avec le curve fitting. Donc, j'ai dit qu'on parlerait également des méthodes stochastiques dans d'autres sessions, notamment la méthode de Mark, le log normal, Poisson et le bootstrap, bien entendu. J'ai aussi dit qu'on parlerait dans d'autres sessions du risque de réserve et notamment les bases de la réassurance. Donc, j'avais donné le détail. J'ai dit qu'on parlerait du calcul de best estimate et autres. OK? Et voilà. Donc, je pense que j'ai fait globalement le tour. Maintenant, je vous propose de passer à l'étape des questions-réponses. Et voilà. Et ensuite, je vais revenir sur le formulaire d'évaluation que je vous envoie déjà dans le chat, peut-être. Voilà. Donc, je vous envoie. Après cette formation, nous souhaiterions bien, nous souhaiterions avoir votre feedback, que vous nous évaluez, que vous m'évaluez, ce qui va nous permettre de nous améliorer aussi dans le futur. Donc, ce serait vraiment gentil de compléter ce formulaire d'évaluation. Voilà, donc je reviens aux questions qui ont été posées. Dans la première question qui a été posée par Farrell, c'était
Voilà, dans cette feuille, il demandait pourquoi pas en première année de développement pour celui qui est survenu en 2011. Oui. Donc, donc la réponse, c'est que si un sinistre est survenu en 2011 et le paiement a eu lieu en 2012, donc à quelle année de développement est-ce qu'on doit le mettre? C'est ça en fait la question que Farrell pose. C'est bien ça, Farrell, la question. Donc, Farrell demande pourquoi est-ce que ce montant de 1200, je l'ai mis en 2 et pas en un. C'est bien ça, hein? Allô? Tiens, on m'entend toujours? Ah, voilà, c'est ça. Ok, il a répondu. Super. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder, Farrell, en fait, c'est de se dire, ok, mon paiement, mon sinistre, il a lieu en 2011. Ok? Et donc, la première année où mon sinistre est observé, c'est quand? C'est 2011. Est-ce qu'en 2011, j'ai eu un paiement? Non. Si on prend le cas de ce sinistre-là. La deuxième année où mon sinistre est observé, c'est quand? 2012. OK? Donc, ça correspond à ma deuxième année d'observation. Et c'est là que j'ai un paiement. Et donc, comme j'ai un paiement lors de ma deuxième année d'observation, c'est à la deuxième année d'observation que je mets le paiement. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que nous sommes d'accord maintenant? Super, c'est excellent. Donc, voilà, ben, je pense que pour cette première séance, j'ai fait le tour de ce qui était programmé. Et donc, on aura d'autres séances qui vont arriver, dont notamment, j'ai dit, la prochaine séance portera sur les réserves, le bilan et le compte de résultats. OK? Et donc là, on va vraiment entrer dans les pratiques, des questions notamment de les réserves dont on a parlé, ok, comment est-ce qu'on les met dans le compte de résultat. Donc ça, c'est la prochaine séance. Et donc, on va globalement expliquer à quoi ressemble un compte de résultat. D'abord, à quoi ressemble... on ne met pas les réserves dans le compte de résultat. Pardon, c'est une erreur. J'ai voulu parler dans le bilan. Et donc, on va voir comment on met les réserves dans le bilan. Déjà, à quoi ressemble un bilan de manière générale hein, dans une entreprise et dans le cas des assurances. À quoi est-ce que ressemble globalement un bilan dans une compagnie d'assurance? Et on va voir là où on met les réserves, OK? Et là, on va évoquer la notion d'IBNR pour la première fois, vu qu'on a déjà parlé des réserves des actuaires. Aujourd'hui, on n'a pas des réserves des actuaires, mais on n'a pas trop évoqué l'IBNR, ni comment ça se calcule. OK? Et on va voir comment on met toutes ces réserves-là dans le compte de résultat. Et puis, on va parler, je dis encore qu'on va dans le bilan. Donc, les réserves se mettent dans le bilan. Hein. Donc, dans le bilan, parce que ce sont des engagements. Je commence à parler de la prochaine séance. Voilà. Mais là, elle sera encore plus pratique parce qu'aujourd'hui, comme je disais, c'était vraiment une séance introductive. Et donc, les réserves se mettent dans le bilan. Et alors, dans le compte de résultat, les variations des réserves qui vont jouer sur le résultat de la compagnie. Vous voyez? Et voilà, et dans l'autre cette séance-là, on va essayer de parler justement des notions de loss ratio, OK, et de combine ratio. Ça va? Et voilà, et comme je dis, ben, il y aura d'autres séances, ainsi de suite. Donc la séance d'aujourd'hui, c'est vraiment une introduction basique pour permettre à tous ceux qui travaillent dans les compagnies d'assurance de comprendre ce qu'ils manipulent, hein, sans être actuaires. Le but n'est pas non plus que les gens qui ne sont pas actuaires remplacent les actuaires, ce n'est pas donc le but. Mais au moins, on peut mieux travailler avec les actuaires ou bien développer, pourquoi pas, un profil pour évoluer vers l'actuariat. Je crois que les actuaires manquent assez dans le monde, on en a besoin. Mais au moins, si vous êtes directeur, account manager, CEO, vous comprenez le langage de vos actuaires. Et ça permet de mieux collaborer, je pense. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais vraiment vous prier de bien vouloir compléter le formulaire d'évaluation. Ça va vraiment aider à ce que nous puissions nous améliorer et toujours donner des webinaires pratiques qui répondent aux problématiques. Voilà, peut-être un petit mot sur Africasur et Riskinovac, vu qu'on a quelques minutes devant nous. Et donc, Africasur et Riskinovac, c'est qui? Ben, nous accompagnons les acteurs de la banque et l'assurance en Afrique depuis plusieurs années maintenant. Donc, nous les accompagnons dans les problématiques d'actuariat, de gestion des risques, de conseil, de formation et dans une certaine mesure de headhunter. Ça veut dire que quand on y recherche des profils d'une certaine taille. Et donc, en Belgique, nous travaillons avec la marque Riskinovac, avec laquelle nous conseillons des compagnies d'assurance en Europe particulièrement. Mais pour l'Afrique, nous avons vraiment décidé de travailler avec une marque sur mesure qui est Africasur, qui nous permet d'entrer vraiment dans les détails et dans les réalités du contexte africain. Voilà. Je vous dis vraiment un grand merci. S'il y a plus de questions, s'il y a des questions, je suis toujours disposé à les répondre. S'il n'y a plus de questions, je vous dis un tout grand merci pour votre présence et à très bientôt. Merci beaucoup. Bon appétit à vous. Merci, 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 merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Au revoir et bonne journée.